Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous nous intéresserons aux rencontres de formation qui débutent aujourd'hui, initiées par le ministère de la Communication. À l'international, nous irons en Syrie, avec des affrontements entre forces pro-régime et rebelles syriens, avant d'aller en Russie avec l'assassinat à Moscou d'un opposant politique. Nous finirons avec du football et l'élimination du Mouloudia d'Alger de la Coupe des Confédérations africaines. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné Mohamed El Arbi Ould Khalifa président de l'Assemblée populaire nationale pour le représenter à l'investiture du président élu de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, prévu demain dimanche à Montevideo. En réponse à l'invitation qu'il a reçue du président sortant de la République orientale de l'Uruguay, M. José Mujica José Cordano, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a désigné M. Mohamed El Arbi Ould Khalifa, président de l'APN, pour le représenter aux cérémonies d'investiture de M. Tabaré Vázquez, président élu qui se dérouleront à Montevideo le dimanche 1er mars 2015, précise le communiqué de la présidente de la République. Le ministère de la Communication lance aujourd'hui des rencontres de formation au profit des chargés de communication au niveau de tous les ministères, en application de la décision prise par le ministre de la Communication Ahmed Grine, qui était en visite mardi à Saïda. Cette rencontre de formation aborderont les règles non écrites de la communication publique, a indiqué le ministre lors de sa visite de travail dans la wilaya de Saïda à l'occasion de la célébration du 7e anniversaire de la création de la radio régionale de cette wilaya. Lors d'un point de presse au siège de la radio de Saïda, M. Green a indiqué qu'il présentera une communication lors de ces rencontres où il abordera son expérience de plus de 20 ans dans la presse et traitera les règles non écrites de la communication publique. Par ailleurs, le ministre a indiqué que 2200 cartes ont été remises à des journalistes professionnels, leur permettant l'accès aux sources d'information. Enfin, ces rencontres se dérouleront à l'Institut supérieur de gestion et de planification. La Ligue algérienne des droits de l'homme a vivement critiqué la façon avec laquelle sont expulsés de France et d'Europe les Algériens. Une manière qualifiée par la LADDH de violation flagrante des droits de l'homme par les autorités françaises. Plus de 5000 Algériens sont expulsés chaque année par les autorités françaises et certains pays européens vers leur pays d'origine pour des raisons diverses. Cette vague d'expulsion s'est accentuée depuis la dernière affaire Charlie Hebdo. Dans son communiqué publié vendredi, la Ligue algérienne des droits de l'homme a demandé aux autorités européennes de ratifier la Convention portant protection des droits de tous les travailleurs immigrés ainsi que les membres de leur famille. Rappelons que la Convention n'a jamais été ratifiée par aucun membre des pays de l'Union européenne. La cérémonie de prestation de serment du nouveau responsable général des scouts musulmans algériens, Mohamed Boualleg, a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Oasis d'Oussendey. M. Boualleg a été plébiscité le 30 janvier pour un mandat de 4 années en remplacement de M. Nourdine Ben Braham. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence des scouts, des membres des mouvements associatifs et de la société civile, ainsi que d'anciens dirigeants tels que le doyen des SMA, Mohamed Reda Bestanji, qui a lu le serment répété par le nouveau responsable général. De nouveaux défis attendent cette organisation, entre autres l'éducation des jeunes qui a été le cheval de bataille depuis la création des SMA, chapeauté par feu Mohamed Bourras. Cette organisation nationale a une vocation d'éducation conforme aux principes de l'Organisation mondiale du mouvement scout, dont elle est membre depuis 1963. Elle se réfère aux principes de l'islam et à un certain patriotisme à la recherche de la paix et de la fraternité. Dans le but de renforcer les carrières professionnelles dans les ventes et grâce à l'inclusion d'une nouvelle branche, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel a organisé samedi une journée d'information dédiée aux conseillers et conseillères de vente. Pour le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, une importance particulière a été donnée au lancement de cette opération d'orientation-sélection, du fait qu'elle vise 2 objectifs distincts que sont la promotion de la formation par apprentissage et le développement d'une nouvelle filière de formation liée au métier de la vente. Le second aspect concerne les perspectives prometteuses d'une nouvelle formation spécialisée dans les métiers de la vente et qui ouvre la voie à de formidables opportunités pour de très nombreux jeunes intéressés par le commerce de détail. L'un des défis concernait la structuration même du secteur, nécessitant de professionnaliser la filière. Un accord formel a pu être signé entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, la Chambre de commerce et d'industrie suisse, avec le soutien technique de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du canton de Genève. Les forces pro-Bachar al-Assad, appuyées par le Hezbollah, ont gagné un important terrain face au front al-Nusra dans le sud de la Syrie, reprenant plusieurs collines et 3 villages. De leur côté, les forces rebelles du nord se sont emparées d'une importante base. Les forces pro-régime ont avancé et pris 3 villages et plusieurs collines dans la province de Deraa avec le soutien de l'aviation syrienne, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Depuis vendredi, des combats ont éclaté entre d'un côté les forces du régime syrien, accompagnées de milices irakiennes et des gardiens de la révolution iraniens, et de l'autre côté, le groupe terroriste du front Al-Nosra et des factions rebelles. À l'issue de ces combats qui se sont déroulés à 50 km au sud de Damas, les forces pro-régime l'ont emporté avec 7 morts côté rebelles. Au sud, le front Al-Nosra et les rebelles sont alliés alors que dans la partie nord de la Syrie, ils sont ennemis. C'est dans ce contexte que le front Al-Nosra s'est emparé de la base militaire 46 près d'Alep dans des combats qui ont opposé les rebelles syriens de Hazm au front Al-Nosra avec respectivement un bilan de 29 morts pour 6 côté Al-Nosra. Cette base militaire 46 avait été prise aux militaires du régime syrien en novembre 2012 par les rebelles de Hazm, organisation terroriste armée par les Occidentaux depuis 2014. Depuis le 15 mars 2011 et le début du conflit en Syrie, de nombreux groupes armés et terroristes sévissent dans le pays, le rendant un des plus chaotiques et instables au monde. C'est dans cette ambiance chaotique que la montée en puissance de Daesh dès 2013, groupe terroriste composé de combattants étrangers, financé et formé par des puissances étrangères, est devenue une des organisations les plus meurtrières et dispose du plus grand capital financier de tous les groupes terroristes au monde. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba se sont indéniablement améliorées. Les deux pays pourraient rouvrir leurs ambassades respectives avant le sommet de Panama qui se tiendra les 10 et 11 avril, une première depuis 54 ans et la rupture de leurs relations en 1961. Les États-Unis et Cuba ont poursuivi vendredi 27 février à Washington un second cycle de négociations dans le but de rétablir leurs relations diplomatiques après plus d'un demi-siècle de rupture. Dans ce cadre, les Américains ont prévu de rouvrir leur ambassade à Cuba avant la mi-avril. Ces pourparlers faisaient suite à une première prise de contact officielle à La Havane fin janvier, orchestrée dans la foulée de l'annonce du 17 décembre par les présidents Barack Obama et Raúl Castro d'un dégel des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour Roberta Jacobson, secrétaire adjointe pour l'Amérique latine et responsable des négociations côté américain, la réouverture des ambassades pourra se faire avant le sommet des Amériques à Panama les 10 et 11 avril. Néanmoins, malgré ces progrès significatifs comme aime à le signaler Roberta Jacobson, il existe des contentieux importants entre les deux pays, notamment sur le sujet de la présence de Cuba sur une liste américaine d'États soutenant le terrorisme depuis 1982. Josefina Vidal, directrice chargée des États-Unis au ministère des Affaires étrangères et responsable des négociations côté cubain, considère qu'il est très difficile d'expliquer que Cuba et les États-Unis ont rétabli leurs relations diplomatiques et que Cuba reste sur une liste sur laquelle il n'aurait jamais dû figurer. L'autre grand sujet de discorde est la levée de l'embargo commercial et financier qui sévit sur Cuba depuis 1962. La scène politique américaine est mitigée sur ce thème où grand nombre d'élus, tant républicains que démocrates, s'opposent sur la levée de cet embargo, malgré l'assouplissement par Washington de quelques-unes de ses contraintes ces dernières semaines. En Russie, Boris Nemtsov, opposant politique, a été assassiné de 4 balles en pleine poitrine à quelques centaines de mètres du Kremlin à Moscou. Vladimir Poutine s'est exprimé en déclarant qu'il mettrait tous les moyens pour retrouver les auteurs de ce crime, qu'il considère comme une provocation visant à déstabiliser le régime. Il n'y a aucun doute que le crime a été soigneusement planifié. Le lieu et l'heure du meurtre en témoignent aussi. L'enquête a révélé que Boris Nemtsov marchait avec son ami vers son appartement situé près de la scène de crime. Les commanditaires et les exécutants apparemment connaissent le parcours, a déclaré Vladimir Markin, porte-parole du comité d'enquête de la Fédération de Russie. Vladimir Markin a indiqué que les meilleurs détectives et experts en médecine légale sont impliqués dans une enquête hautement prioritaire pour les services de police russes. Les premiers résultats de l'enquête révèlent que le politicien a été tué à l'aide d'un pistolet Makarov, 6 cartouches de 9 mm ont été découverts sur la scène de crime. Pour l'instant, les enquêteurs étudient 5 pistes sérieuses, dont l'une d'elles pourrait être une provocation pour déstabiliser la situation politique en Russie. Nemtsov aurait pu être choisi comme une sorte de sacrifice sacré pour ceux qui ne reculent devant rien pour atteindre leur but politique, a annoncé Vladimir Markin. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a directement condamné ce meurtre en déclarant « Tout sera fait pour que les organisations exécutant de ce crime lâche et cynique reçoivent le châtiment qu'ils méritent. » Avant de présenter ses condoléances à la mère de la victime. « Je partage sincèrement le malheur qui vous frappe. Boris Nemtsov a laissé son empreinte dans l'histoire de la Russie, dans la vie politique et celle de la société. Il a toujours ouvertement et honnêtement exprimé ses positions. Le gouvernement russe s'est exprimé à travers son porte-parole Dmitry Peskov en considérant que ce crime a été organisé contre la Russie. Poutine a déclaré que cet assassinat brutal portait les marques d'un meurtre commandité et avait tout d'une provocation. Avant d'ajouter que Nemtsov ne représentait aucun danger politique pour Vladimir Poutine et si on le compare avec la popularité de Poutine, Boris Nemtsov était juste un peu plus qu'un simple citoyen. La thèse du meurtre visant à déstabiliser la Russie est très largement relayée parmi la scène politique russe. Ainsi,
Ivan Melnikov, responsable du Parti communiste russe, considère que ce meurtre est une provocation destinée à relancer l'hystérie anti-russe à l'étranger. Toujours est-il que l'enquête policière est en cours. Les prochains jours, voire les prochaines semaines, permettront peut-être d'en savoir plus sur cet assassinat, même si l'ancien numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, reste sceptique et considère que dans ce type de crime, il est parfois difficile de retrouver les tueurs. Un tribunal égyptien a condamné ce samedi le leader des frères musulmans Mohamed Badi à la prison à perpétuité et a confirmé la peine de mort pour 4 de ses co-accusés dans un procès. Le 30 juin 2013, suite au coup d'État opéré par l'armée qui a vu la destitution de l'ex-président Mohamed Morsi, des militants anti-Morsi avaient tenté d'entrer par la force dans les locaux de la confrérie des frères musulmans au Caire, et 12 d'entre eux avaient été tués dans des heurts. Samedi, un tribunal du Caire a confirmé les 4 peines de mort prononcées le 7 décembre, dont 2 par contumace. La Cour a également condamné à perpétuité 14 personnes, dont 3 par contumace. Outre Mohamed Badi, d'autres hauts dirigeants des frères musulmans, comme son adjoint et l'ex-président du Parlement, Saad El-Khatatni, qui sont déjà en prison, ont également été condamnés à perpétuité. Les accusés ont été reconnus coupables de meurtre, d'incitation au meurtre ou de possession d'armes à feu et de munitions. À l'annonce du verdict, les accusés présents au tribunal ont scandé « Abat le pouvoir militaire ». Depuis que l'ex-ministre de la Défense et actuel président Abdel Fattah el-Sisi a destitué Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, les autorités ont lancé une sanglante répression contre ses partisans, faisant au moins 1400 morts. Le pouvoir en place a été accusé d'instrumentaliser la justice dans sa répression, alors que des centaines de partisans de Mohamed Morsi ont été condamnés à mort dans des procès de masse expédiés en quelques minutes, tandis que 15 000 autres ont été arrêtés. Toujours en Égypte, un tribunal du Caire a classé ce samedi le parti politique palestinien en exercice du Hamas à sa liste des organisations terroristes. La Cour a jugé que le Hamas devait être inscrit à la liste des organisations terroristes, a déclaré Samir Sabri, un des avocats à l'origine de la plainte contre le mouvement palestinien. Le Hamas est issu de la confrérie des frères musulmans qui avait officiellement été déclarée organisation terroriste par les autorités égyptiennes en décembre 2013. Les relations avec les autorités égyptiennes étaient devenues très tendues depuis la destitution de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. De son côté, le Hamas s'est aussitôt empressé de dénoncer ce jugement, le qualifiant de grande honte qui souille la réputation de l'Égypte. Côté sport, le Mouloudia d'Alger quitte la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Verts et Rouges ont été éliminés par l'équipe nigérienne du Sahel AC sur un score de 2-0 suite au match retour du tour préliminaire disputé ce samedi à Niamey. Éliminé de la Coupe de la CAF et de la Coupe d'Algérie, le Mouloudia d'Alger, dernier au classement du championnat national de Ligue 1, traverse décidément une saison bien difficile. À moins de 9 journées de la fin du championnat, le Mouloudia devra se concentrer pour sauver sa place s'il veut éviter la relégation. De son côté, l'autre représentant algérien de la compétition, l'AS Chlef, s'est qualifié pour le prochain tour aux dépens des Camboy Eagles du Sierra Leone malgré une défaite. En 16e de finale, le club de Chlef sera opposé aux Guinéens de Oroya AC Conakry. Les matchs auront lieu entre les 15 et 13 mars prochains pour la phase aller et entre les 3 et 5 avril pour la manche retour. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numedia News.